Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Christelle Garrier-Reboul, qui est la directrice France du groupe Bibran, qui est également accompagnée de Clotilde Jolivet, la directrice des relations gouvernementales chez Sanofi. Et nous aurons également le plaisir d'avoir en vidéo Roland Lescure, qui est député des Français à l'étranger dans la circonscription d'Amérique du Nord et qui est également le président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Et nous sommes tous aujourd'hui réunis pour discuter d'un sujet d'actualité, l'autonomie sanitaire européenne. Parle-t-on d'un fantasme ou d'une réalité en marche? J'aurai le plaisir de vous accompagner en début de cette session, puis ensuite de laisser Catherine Holluet animer les débats aujourd'hui. On se laisse encore 2 petites minutes pour accueillir les derniers arrivants. J'en profite pour vous donner quelques informations. Donc moi, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur et le directeur général d'InVivox. InVivox, c'est le booking.com de la formation médicale. Sur InVivox, on trouve toutes les formations, qu'elles soient présentielles, distancielles ou à la demande, pour les professionnels de santé en France, en Europe et dans le monde entier. En 4 points, ce qu'on fait chez InVivox, c'est très simple. On centralise et on valorise l'offre de formation, on en assure la promotion. On s'occupe également pour nos partenaires. Alors, nos partenaires, ça peut être des hôpitaux, des centres de formation, des sociétés savantes, mais également aussi des industriels du dispositif médical ou de la pharma. On propose de créer du contenu adapté aux nouveaux besoins, aux nouvelles exigences des professionnels de santé. Et également, on suit la donnée, puisqu'on est tous un petit peu des geeks chez InVivox. Donc, InVivox, c'est à la fois une plateforme disponible et ouverte gratuitement à tous les professionnels de santé et un logiciel qui permet à tous les organisateurs de formation de gérer leur formation. On a peut-être un seul chiffre clé, mais l'an dernier, on a participé à la formation de plus de 120 000 professionnels de santé. La semaine dernière, on a eu plus de 5 000 professionnels de santé. On nous dit les webinaires, c'est fini. La semaine dernière, on avait 2600 professionnels de santé réunis sur un seul et même webinaire. Donc, les webinaires continuent de faire florès. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en compagnie, nous avons l'extrême chance d'avoir Christelle Garrier-Reboul et également Clotilde Jolivet pour discuter de l'autonomie sanitaire européenne. Juste, je vous annonce les prochaines formations à venir. On va parler d'hybride. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de prendre la parole sur ce sujet qui taraude absolument toutes les personnes qui organisent des formations. Faut-il faire de l'hybride? Faut-il faire plus que du distanciel? Je vous donnerai quelques arguments. On aura également le plaisir la semaine d'après, le jeudi 23, de parler des différents freins réglementaires dans le monde des contenus digitaux. C'est également un sujet absolument fondamental dans la création de contenu. Et on prendra la parole avec Catherine le lundi 30 juin pour revenir sur la mission que Olivier Véran nous avait confiée l'année dernière sur l'anticipation des prochaines urgences sanitaires par la formation médicale. Écoutez, merci. Et oui, bien sûr, excusez-moi, j'oublie Aude et Benoît qui reviendront le 7 juillet sur la prévention, une des mamelles de la formation, la prévention, le jeudi 7 juillet à midi. Je vous propose de démarrer cette session. Il est midi 5. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette session, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Clotilde Jolivet et à Christelle Garrier-Reboul. Pour lancer cette session, je lance un premier sondage et vous allez pouvoir y répondre directement en ligne. Alors, premier sondage, pensez-vous qu'une autonomie sanitaire européenne, soit vous avez 3 choix possibles, à portée de main, une utopie ou bien un sujet non prioritaire actuellement? On se laisse quelques secondes pour y répondre. Hop. Allez, je clôt dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Merci beaucoup, Sandrine, de mettre fin au sondage et puis de le publier, de partager les résultats. Donc, je laisserai Clotilde et Christelle rebondir sur ce sondage après avoir lancé la vidéo d'introduction de Roland Lescure. Donc, je vous rappelle, Roland Lescure ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais il a eu l'extrême amabilité de préparer une vidéo que je vais partager avec vous pour donner le là de cette session. Alors, je repartage mon écran.
et je vous propose de lancer la vidéo de Roland Lescure. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Christelle et Clotilde qui vont intervenir. Et aussi et surtout, évidemment, bonjour à Julien. Merci de m'avoir invité. Julien, je l'avais rencontré pour la première fois il y a 5 ans. J'étais en campagne. Il était encore aux États-Unis. Il fait partie de ces entrepreneurs français excellents qui ont brillé à l'étranger et qui ont décidé, et pour ça, je le remercierai et ne le féliciterai jamais assez, de revenir en France, s'installer en France pour continuer leur activité ici, même si cette activité, vous le savez, avec Invivox, se déroule partout dans le monde. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'ouvrir cette réunion sur les enjeux de l'autonomie sanitaire ou de la souveraineté sanitaire européenne, qui était pendant longtemps une espèce de fantasme et qui est devenue évidemment une réalité avec cette crise sanitaire qui nous a tous et toutes affectés. C'est Winston Churchill qui disait « il ne faut jamais gâcher une bonne crise ». Évidemment, cette crise, elle a été l'occasion de renforcer la coordination dans la gestion des enjeux sanitaires et singulièrement de la pandémie, avec la coordination et les échanges d'informations sur les bonnes pratiques, la mise en place de mesures concrètes, y compris de limitation de la mobilité et autres, en coordination au sein de l'Europe, et surtout, évidemment, la stratégie d'achat de vaccins coordonnée, la stratégie d'exportation de vaccins coordonnée aussi vis-à-vis des pays en développement qui en avaient besoin. Donc vraiment, chapeau l'Europe. L'Europe a montré une fois de plus que quand elle veut, elle peut, y compris face à des circonstances extrêmement adverses. On va essayer d'aller plus loin, peut-être de manière un peu plus institutionnelle, un peu plus organisée. Il y a des projets, avec notamment la HERA, l'autorité de gestion des crises sanitaires, qui a été mise en place. Donc, il va falloir suivre la mise en place avec des budgets concrets qui vont nous permettre de travailler sur les pandémies, sur les nouvelles maladies, sur les conditions de prise en compte des patients. Bref, la politique sanitaire européenne, elle est aujourd'hui, c'est le cas de le dire, peut-être en incubation, mais elle va se développer. Elle va se développer avec toujours un principe très fort en son sein, qui est le principe de subsidiarité. L'Europe n'est pas là pour tout faire. On a tous vu dans la gestion de cette crise sanitaire comment parfois, je dirais, la bureaucratisation, la centralisation excessive des politiques sanitaires peut faire du mal. Donc l'objectif, il n'est surtout pas de transférer au niveau européen l'ensemble des politiques sanitaires nationales, de bien rester au plus près du terrain, de bien rester sans doute au niveau régional, qui est la bonne manière, le bon lieu pour gérer les enjeux sanitaires, mais évidemment de pouvoir en commun au niveau européen traiter ensemble des vrais sujets internationaux. On en a eu un exceptionnel évidemment avec cette pandémie de la Covid, on en aura sans doute d'autres dans les années qui viennent. Bonne réunion et à très bientôt et merci encore à Julien. Merci infiniment Roland Lescure, qui est député des Français à l'étranger et également le président de la commission économie à l'Assemblée nationale, de cette introduction. Je passe le micro à Catherine Oluet qui va animer les débats, et merci infiniment Clotilde Jolivet et Christelle Garrier-Reboul d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à tous, bonjour mesdames, vous m'entendez bien? Très bien. Voilà, donc je suis ravie également de pouvoir animer ce débat aujourd'hui avec vous. Nous avons 40 minutes pour discuter de cette question. Et puis, les personnes qui assistent à ce webinaire peuvent poser leurs questions d'ores et déjà avec l'onglet questions et réponses Q&R en bas de l'écran. Et nous essaierons d'y répondre à l'issue de ces 40 minutes. Voilà, donc pour commencer tout d'abord, un petit retour peut-être sur le contexte qui explique pourquoi cette question de l'autonomie sanitaire est de nouveau posée depuis assez peu de temps finalement, les raisons de cette inquiétude autour de ce sujet. Et la première raison a été la pénurie de certains dispositifs, de certains matériaux, de certains principes actifs rencontrés au plus fort de la crise du Covid, pénurie parce que des productions avaient été délocalisées par le passé, dans certains pays d'Asie notamment, et donc on s'est trouvé en situation de pénurie. A priori, ce n'est pas du tout terminé, puisqu'avec la guerre en Ukraine, les situations de pénurie ne sont pas exclues non plus, et l'Académie nationale de pharmacie, il y a quelques semaines, a lancé une alerte, a fait un communiqué pour lancer l'alerte, en disant qu'il y avait un risque important dans les prochains mois sur l'approvisionnement en médicaments et en dispositifs. Donc,
à l'une puis à l'autre, je souhaiterais donc demander, est-ce que vous êtes inquiète pour votre secteur, vos secteurs respectifs? Donc peut-être Christelle, si vous le souhaitez commencer, dans le secteur des dispositifs médicaux, y a-t-il lieu aujourd'hui, 9 juin, de s'inquiéter pour l'approvisionnement en dispositifs dans les mois qui viennent et quels dispositifs? Alors, merci beaucoup déjà de m'avoir invitée. Je suis ravie de participer à ce débat. Alors oui, je suis inquiète. Oui, nous sommes inquiets pour la situation actuelle. Après 2 ans de pandémie où notre secteur a été mis extrêmement sous tension par une augmentation très forte de demande, il a fallu se réorganiser pour répondre à cette demande très forte sur certains dispositifs. Nous voyons aujourd'hui la crise en Ukraine, mais également, on va dire, la non-fin de la crise pandémique en Asie, impacter de manière très significative la supply chain, donc toute la chaîne d'approvisionnement des produits à destination de l'Europe ou d'autres régions. C'est quelque chose qui aujourd'hui met sous tension les marchés, met sous tension les commandes, et cela concerne pas certains produits, pas certains produits finis, mais certains produits qui rentrent dans la fabrication de produits. Vous le savez, les DM, les dispositifs médicaux, ce sont des produits qui regroupent une variété infinie de produits, de matières, de métiers. Ça passe par le métal, le plastique, des produits à base de technologie, quand on parle de DM connectés. Et clairement, les ruptures d'approvisionnement de certains produits, la tension d'approvisionnement sur d'autres créent beaucoup de soucis. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets également sur l'inflation, l'augmentation en moyenne de 24% des prix de production en un an sur notre industrie, sur toutes les industries. Et nous sommes inquiets pour aussi la non-fin de la crise pandémique, comme je l'ai dit, l'application de la politique zéro Covid en Chine qui impacte énormément les exportations à partir de l'Asie. Clotilde Jolivet, du côté de Sanofi et de la pharma, est-ce que cette inquiétude est partagée? Merci Catherine et merci à tous. Je suis ravie d'être avec vous. C'est un beau lancement de sujet. Merci Christelle. Ce que je trouvais très intéressant dans ce que vous disiez, et c'est là où on peut faire le bridge avec la pharma, c'est qu'effectivement, en fait, on est dans une période où on se pèse un ensemble de contraintes qui s'accumulent. Et vous êtes dans un secteur que je connais beaucoup moins que vous, mais bien sûr auquel on est très attentif. Vous êtes un secteur extrêmement partenaire finalement de la pharma, parce qu'à la fin, c'est nous tous qui sommes auprès du patient. Vous êtes effectivement un secteur avec une variété de composants et de besoins et qui est beaucoup plus marqué que la nôtre. Et puis, vous êtes aussi avec un secteur entrepreneurial avec des très grandes boîtes, des très belles boîtes, mais énormément d'innovations, de start-up, de PME, de boîtes familiales qui sont super exposées, ce qui est un peu moins le cas de la pharma. Alors, bien sûr, on a des acteurs autour de nous, des fournisseurs, des boîtes qui sont spécialisées dans la mise sous forme pharmaceutique, mais on a je dirais un scope d'activité de besoins dans les entrants qui est peut-être beaucoup moins étendu du fait d'une offre qui est plus classique autour, mais quand même des produits qui soient soit des comprimés, soit des produits injectables. Et donc, les tensions que vous citiez, Christelle, sur la logistique, sur la politique chinoise de zéro Covid, qui est d'une complexité absolue dans ses impacts internationaux, le fait que les entrants, je citerai par exemple l'aluminium, qui sert à la fois de façon extrêmement pharmaceutique réduite pour certains principes actifs, mais également dans le packaging, dans les blisters, même si évidemment de plus en plus les produits dont on essaye de plus servir plutôt là pour des raisons non pas de tension d'appro, mais pour des raisons de sustainability du packaging. Donc oui, on est sous tension. Après, sur la pharma, on est peut-être un petit peu moins aigu. C'est vrai que le Covid, la crise sanitaire a beaucoup appris finalement à chaque citoyen, à chaque patient qu'on est, cette exposition qu'on a sur les supply chains internationales. Pour autant,
Et je voudrais aussi le redire, et je pense, Christelle, sous votre contrôle, que c'est exact. Bien sûr, on parle des pénuries parce que c'est normal qu'il y ait des attentes, mais quand même, on a pu, pendant la crise Covid, répondre, vous le disiez, en urgence à des tas de besoins. Les boîtes du DM ont été présentes, les boîtes de la pharma, les médicaments ont été là. Il y a eu des tensions, il n'y a pas de rupture sèche, il n'y a pas de produits qui disparaissent du marché. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que nos interlocuteurs des achats hospitaliers en sont particulièrement conscients. On sait à quel point c'est difficile, que dans un système sous tension, même si à terme on retrouve un certain nombre de produits, on fait tous de la logistique, de l'attribution des produits là, au plus fin, on met le système sous tension et ça, il faut vraiment effectivement qu'on y fasse face et qu'on trouve ensemble les moyens de garantir. En fait, c'est assez simple, hein. Le but, c'est effectivement votre équipe d'achat hospitalier a le bon produit dans les stocks pour le bon patient au bon moment et que toute la chaîne soit correcte. Mais la tension était peut-être un petit peu moins forte pour la pharma. Il y a quand même la plupart des produits qu'on a pu continuer à fournir. Et puis, il y a encore beaucoup d'usines, il faut quand même le redire, il y a encore beaucoup d'usines en Europe, en France. Moi, je suis dans une entreprise qui a 15 usines en France et qui a aussi ses usines de principes actifs en Europe, qui a une trentaine d'usines en Europe au total, toute activité confondue, chez Sanofi. Donc, voilà, on est aussi présent, n'oublions jamais de redire, et je pense que le DM est très présent dans les territoires. Voilà, il y a de la production chez nous, voilà, on est là. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Donc, toujours sur ce contexte, ça fait plusieurs années que certains organismes, certains acteurs réfléchissent à la notion de médicaments essentiels et de sécurisation de l'approvisionnement en médicaments essentiels. Je ne sais pas si cette réflexion touche aussi le dispositif médical essentiel, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot essentiel? Qu'est-ce qu'un médicament essentiel? Qu'est-ce qu'un DM essentiel pour lesquels il faudrait s'assurer que l'approvisionnement soit sécurisé, quelles que soient les circonstances? Est-ce que cette notion a du sens? Est-ce qu'il faut se pencher là-dessus pour prendre de futures décisions? Je vais me lancer sur les médicaments. Voilà. Et en fait, pour être complètement honnête avec vous, notre réflexion et la mienne a pas mal évolué sur ce sujet parce que j'ai été très impliquée à un moment donné d'aller expliquer justement à nos amis à Bruxelles, de la Commission, qui sont, et l'intro de Roland Lescure était idéal là-dessus. Il a mis le doigt sur exactement tous les enjeux, c'est-à-dire que ça bouge au niveau européen et il faut que ça soit à ce niveau-là. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc, on avait engagé cette discussion avec la Commission de dire, écoutez, effectivement, dans les enjeux de réindustrialisation, de relocalisation, de sécurisation d'un certain niveau de stock, comme la loi française maintenant l'a prévu, c'est un certain nombre de mois ou de semaines de stock, une obligation pour laisser fameux médicaments essentiels. En fait, quand vous commencez à regarder qu'est-ce qu'est vraiment un médicament essentiel, c'est quand même pas si facile parce que soit vous prenez des critères cliniques, et c'est quand même un peu mieux que n'importe quoi d'autre, qui sont des life savings. On dit, voilà, sans ce traitement, il n'y a pas d'alternative pour les patients. Donc, c'est life savings, donc c'est strategy of no choice. Il faut qu'il y ait ces produits en quantité suffisante au bon endroit. Voilà. Mais en fait, quand vous creusez, vous pouvez avoir des produits qui sont finalement en soi, et je vais prendre un exemple qui est très connu, qui est documenté, qui sont l'exemple des corticoïdes. Les corticoïdes sont des traitements, donc là, ils peuvent être life savings, par exemple, pour une crise très aiguë d'asthme, mais globalement, on est aussi en accompagnement d'autres thérapies. On s'est trouvé un moment sur de très fortes ruptures de corticaux parce qu'en fait, pourtant, il y avait une offre. Il y avait pas mal de génériqueurs. Il y avait une boîte comme la mienne qui était encore très présente. Et puis, à un moment, il y a un génériqueur qui était plutôt basé Asie qui est tombé. En fait, il y a une brique qui est tombée à un moment donné et ça commençait à manquer de corticaux. Alors, vous avez un effet domino qui était terrible, c'est-à-dire qu'en un seul coup, on a demandé aux petits acteurs du marché qui restaient, qui étaient les originateurs, ceux qui avaient Princeps à l'origine, d'assurer la totalité de la production parce qu'il y en a d'autres qui étaient tombés dans la chaîne, qui étaient plutôt des génériqueurs. Mais en fait, en vrai, ça montre que le critère de médicaments essentiels, life-saving, ne suffit pas. Donc, c'est comme ça qu'on est commencé à rentrer aussi dans des logiques de dire, et c'est ce qu'a fait la loi française, le PLFSS, elle dit, OK, on va aussi intégrer pas seulement le côté life savings ou essentiel, mais le côté sécurité d'appro. Donc la réflexion, elle a beaucoup évolué d'un truc qui nous paraissait assez simple. C'est life saving ou c'est pas life saving, c'est compliqué. Il y a des alternatives, il n'y a pas d'alternatives, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense sur le DM, c'est peut-être une situation un petit peu comparable. Donc,
c'est une notion importante parce qu'il faut bien qu'on mette des critères, mais elle n'est pas facile. Et avec les échanges qu'on a avec les pouvoirs publics, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, on essaie de trouver la bonne approche. Christelle, est-ce que c'est également difficile dans le domaine du dispositif médical de parler de ce terme essentiel, de qualifier certains produits d'essentiels par rapport à d'autres? Alors, c'est une discussion évidemment qu'on a eue durant la pandémie, qu'on avait déjà avant. Je n'aime pas parler de produits essentiels. En fait, ma position, c'est que c'est une industrie essentielle. Donc, on ne peut pas parler de produits essentiels quand on parle des outils, des professionnels de santé pour traiter les patients et quand on parle d'outils de protection des professionnels de santé et des personnes il y a 3 ans, auraient pensé que les masques allaient devenir aussi essentiels dans leur vie, si on prend ce terme. Et pourtant, un masque chirurgical, ce n'est pas quelque chose qui, en temps normal, va nécessairement sauver des vies. Quand je pense aussi aux patients et à leur qualité de vie, et quand je pense aux exemples des produits que nous fabriquons en France dans nos usines, c'est très difficile de faire un choix, de dire « ok, ça c'est essentiel et ça ne l'est pas ». Quand je pense aux poches de stomie que nous fabriquons dans notre usine à Saint-Jean-de-Luz, un patient stomisé, alors s'il n'a pas sa poche, c'est catastrophique pour sa vie. Pour autant, est-ce qu'il est en danger de mort? Non. Quand je pense aux sondes urinaires que nous fabriquons sur notre site à Nogent-le-Rotrou, c'est pareil, mais c'est la qualité de vie du patient qui est vraiment essentielle. Et on peut faire tous ces exemples-là. Donc, la position de Bebron, la position de beaucoup d'acteurs de santé et des membres du club Mittelstand Santé, dont je fais partie, dont on parlera tout à l'heure, c'est de dire non, c'est l'industrie qui est essentielle. Et on l'a vu pendant la crise, notre priorité en tant que patron d'entreprise en France du secteur du DM, c'était de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à travailler et continuer à produire tous les produits. C'était absolument nécessaire. Et je vais vous prendre même un dernier exemple, les implants orthopédiques, puisqu'on a arrêté de faire des opérations chirurgicales orthopédiques pendant le plus fort de la crise. Eh ben, ils sont essentiels parce qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas pu être opérée en 2020, il est possible qu'elle se retrouve dans un fauteuil. Est-ce qu'on peut dire à cette personne de manière tout à fait sérieuse, maintenant, en fait, vous, ce n'est pas essentiel, donc vous allez vous retrouver dans un fauteuil et le produit, on arrête de le fabriquer? Non. Donc, nous, on pousse pour dire c'est l'industrie de la santé dans son ensemble, qui est une industrie essentielle, pharma et DM, et c'est cette industrie, ce secteur, qu'il faut absolument préserver. Alors, on a évoqué le contexte qui suscite ces inquiétudes. On a évoqué le terme choix possible ou non entre des produits essentiels ou non. On va évoquer maintenant le niveau géographique ou politique même auquel doit s'adresser cette question. Est-ce qu'on parle d'une autonomie sanitaire nationale, le Made in France, que défendent encore beaucoup d'acteurs, ou est-ce qu'on doit immédiatement parler d'autonomie sanitaire européenne, comme on a titré d'ailleurs cette session de l'Univox Academy? Christelle, vous avez évoqué dans la réponse que vous venez de faire le club Mittelstand Santé. Donc, votre entreprise Bebron fait partie de ce club avec 6 autres entreprises industrielles familiales françaises et européennes. Et à ce titre, je pense que votre réponse ne fait pas de doute sur le niveau de réflexion que l'on doit aborder. Alors, c'est très clair, quand on se compare aux différents marchés de la santé et aux géants qui existent en matière de santé dans le monde, la bonne taille, c'est la taille européenne, le marché européen. Ça permet d'avoir vraiment un accès à un marché suffisamment important. On peut vraiment investir de manière importante pour des usines qui couvrent le marché européen versus des usines qui couvrent un marché uniquement national. Et on l'a vu pendant la crise, l'Europe a réussi à gérer cette crise une fois qu'elle s'est unifiée, une fois que les pays se sont mis d'accord. Et on le voit au tout début de la crise, quand les pays au sein de l'Europe ont fermé leurs frontières, ça a été une catastrophe. Donc ça, c'est en temps de crise. Et en temps normal, le bon niveau de marché, la bonne taille de marché, si on parle d'autonomie sanitaire, donc de production
suffisante et nécessaire pour adresser les besoins des patients, dans les différents pays, c'est vraiment la taille du marché européen. Je prends les États-Unis, ils sont quoi? Ils sont 350 millions d'habitants. En France, on est 67 millions. On ne peut pas se comparer. Alors que si on compare avec la taille de l'Europe, là, on a un marché comparable au marché nord-américain et on commence à avoir une taille intéressante, même par rapport à nos amis chinois. Donc, si on veut créer une autonomie, moi, je préfère dire une souveraineté sanitaire, il faut pouvoir créer des entreprises et des industries qui répondent aux besoins d'un marché qui soit de taille suffisante pour permettre des investissements qui ont du sens et pour répondre à ces besoins-là. Maintenant, c'est vrai que l'EDM en France est un secteur extrêmement éclaté. On a 93% des entreprises qui sont des TPE, PME, beaucoup d'entreprises familiales, mais ça, c'est l'histoire aussi française. Donc, la difficulté de s'être recentré sur un marché local fait qu'on a peu de géants français dans le secteur et que les géants européens, ils sont plutôt d'origine allemande pour d'autres raisons dont on pourra discuter tout à l'heure. Mais pour moi, ça ne fait aucun débat. La bonne taille, c'est l'Europe. Clotilde, au niveau de la pharma, la réponse n'est peut-être pas si évidente si l'on prend en compte d'une part les travaux peut-être du G5 qui regroupe des acteurs strictement français. Ou si l'on prend en compte les réflexions du LEM qui lui regroupe des acteurs pharmaceutiques français et étrangers. Alors, est-ce que malgré tout, dans le secteur de la pharma, il y a une idée très claire du niveau auquel on doit raisonner pour cette question d'autonomie sanitaire? Bon, d'abord, le G5 santé est fondamentalement européen, en fait. En effet, il y a un continuum. C'est-à-dire que vous avez, et c'est aussi ça que défend le G5, et c'est ça que le LEM explique, c'est qu'on sait très bien que si vous regardez au niveau des plaques géographiques, effectivement, là où il y a quelque chose à faire, et vous avez entièrement raison, Christelle, le marché, c'est le marché européen. Alors après, c'est vrai qu'on fait 27 market access quand même. Hein. Bon, c'est encore un autre sujet. Donc, c'est un marché, mais il est quand même compliqué. C'est plus facile de pénétrer le marché américain pour des tas de raisons, y compris le fait qu'on n'a pas à le faire dans chaque État. Mais l'échelon, il est évidemment européen à tous les niveaux pour la politique. On parlait tout à l'heure avec M. Lescure, il parlait de l'agence ERA, qui est vraiment une très bonne nouvelle, pour autant qu'elle ait les moyens, effectivement. Il y a un premier appel d'offres qui a été porté là, de réponse à des pandémies, qui est EUFAB, un très beau sujet, qui n'est pas encore complètement le joint procurement, mais qui est une approche plus smart. D'ailleurs, Thierry Breton, pendant la crise, il a parlé de smart autonomy de l'Europe. C'est le bon mot. C'est autonomie, mais on n'est pas isolé. Après, pour autant, quand vous avez un appareil industriel qui est présent au niveau national, et c'est ce qui réunit le G5. Le G5, c'est les entreprises qui investissent en France, en R&D et en production. Au LEM, on a de nos collègues suisses, nos collègues américains qui ont leur filiale commerciale, donc c'est une différence notable. Mais on a tous bien compris que pour réussir une autonomie européenne, les usines, elles ne sont pas dans le cloud, hein, elles sont dans des pays. Donc, il faut aussi défendre cet appareil industriel qui est encore là. On a connu des phases de délocalisation depuis le début des années 2000, hein, notamment sur plutôt la production des principes actifs. Sur le niveau pharmaceutique mis en forme, l'Europe est encore très dynamique. Donc, il faut préserver cet appareil industriel. Et donc, il y a des mesures d'attractivité et de soutien. C'est des mesures de soutien, en fait, qui sont effectivement discutées. Et on a maintenant la sécurité des appros est rentrée dans les textes. La reconnaissance des investissements est aussi devenue parmi d'autres. Et après la clinique, bien sûr, et après le SMR à SMR, mais la production et des investissements pour une production européenne et un des critères d'évaluation du prix. Donc, il faut qu'on fasse ce continuum. Mais évidemment, les politiques de défense, et honnêtement, la PFUE, la présidence française de l'UE, a fait un très beau travail là-dessus. Il y a eu un manifesto qui a été signé en mars pour défendre un IPCI, un PIEC santé au niveau européen. Il y a eu un vrai axe Europe de la santé dans la PFUE. On n'y arrivera jamais si on ne fait pas les choses au niveau européen. Par contre, il faut qu'il y ait un continuum et qu'on trouve les bons outils qui sont non et qui ne posent aucun problème à la DG Compétition. Ça ne pose aucun problème de mauvaise compétition entre les États membres.
il y a des mesures de soutien à ceux qui sont là, à ceux qui sont dans le territoire. Et il y a un très bon continuum. Et puis, aller choper les bonnes idées. Nous, on savait que, par exemple, l'accès en Allemagne, il y a un accès direct pour les médicaments, qui est un sujet intéressant. On a fait de l'advocacy pour que ce système soit transposé à la France. On n'est pas encore complètement, mais ça avance. Vous savez que l'Allemagne a un petit temps d'avance aussi pour évaluer les solutions de e-santé. Il y a le système DIGA qui est intéressant. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga non plus, mais c'est en avance par la France. Donc, en plus, il faut aller se nourrir des bonnes idées des États membres. Hein. Donc, Vous avez évoqué la nécessité de préserver l'appareil industriel européen. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut réindustrialiser l'Europe, relocaliser des productions, des usines qui étaient autrefois peut-être en France ou en Europe et qui ont été déplacées en Asie? Et sur quels produits ces décisions auraient-elles du sens? Alors, moi, je vais prendre la parole. Donc, moi, je viens d'un groupe qui investit depuis très, très longtemps en France. Donc, j'ai la chance d'être dans un groupe allemand qui croit dans le tissu industriel français, avec des équipes R&D partout sur le territoire français. Donc, nous, effectivement, on est au niveau de notre groupe et aussi au niveau du Club Mittelstand Santé. Nous sommes pour, effectivement, avoir une plus grande autonomie, donc une smart autonomie, comme le disait Clotilde, en Europe. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir tout et absolument tous les produits, tous les composants en Europe ou en France. Ce serait un peu de l'utopie, effectivement, mais de réindustrialiser, de redynamiser le tissu industriel pour avoir un circuit court pour des raisons effectivement d'accès aux produits pour les patients français et européens, pour des raisons économiques. Donc, les industries, effectivement, quand elles s'implantent, ça crée de la valeur au niveau de l'économie d'un pays, et pour les territoires, puisque les usines, elles ne sont pas dans les centres-villes des grandes villes, elles sont dans les territoires, et ça crée un maillage économique vertueux, et nous y croyons beaucoup. Donc oui, il faut réindustrialiser, oui, il faut réinvestir, il faut continuer à investir, mais encore faut-il qu'effectivement, on simplifie un petit peu l'accès au marché européen. Comme l'a dit très justement Clotilde sur la pharma, c'est exactement le cas. Pour l'EDM, il y a quand même, il faut le reconnaître, des difficultés, des plus grandes difficultés d'accès aux différents marchés européens qu'il y a par rapport au marché américain, au nord-américain par exemple. Donc il y a un basculement aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile et coûteux, même pour des entreprises européennes et françaises, de venir sur les marchés français et européens avec leurs produits locaux que d'aller exporter en Amérique du Nord. Donc ça, ce sont des sujets qu'il va falloir adresser. Parce que réindustrialiser, oui, avec toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pendant la crise, c'est très bien. Donc on a des aides, on a au niveau fiscal, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais s'il n'y a pas de débouché intéressant, donc avec un circuit court, vertueux, européen pour les produits qui sont fabriqués en Europe, il manque une partie de l'équation. Donc, il faut réindustrialiser, mais une fois que les industriels ont fait leur travail de revenir en Europe, encore faut-il leur offrir des débouchés intéressants sur le marché local. Donc, lever les freins à l'installation des industriels, réindustrialiser et puis mettre en œuvre les bonnes conditions d'accès au marché de tous ces produits que l'on fabriquerait de nouveau en Europe. Clotilde, je ne suis pas sûre que vous ayez exactement la même opinion sur la question de la réindustrialisation, de la relocalisation des usines dans le domaine pharmaceutique. Non, alors je suis, si en fait, en vrai, globalement, je suis tout à fait d'accord parce que Christelle, vous avez raison. En fait, la question, c'est d'investir. Donc ça, il n'y a pas à discuter. Il faut qu'on investisse sur l'industrie de santé en Europe. Ça, et effectivement, on regrette qu'il y ait une partie des activités industrielles. La question, c'est plutôt si effectivement, en fait, il y a absolument à investir sur les technologies de demain, parce que notre autonomie, elle va se faire sur l'innovation. Donc, ce n'est pas la peine de se remettre dans la situation. On ne va pas passer des heures à aller rapatrier 10 fois des productions de principes actifs de paracétamol comme on l'a fait. On ne va pas aller se lancer dans une bataille de redéplacer toute la production qui est en Inde, en Chine, de principes actifs.
de tout redéplacer en Europe, ce n'est pas tellement le sujet. Donc là-dessus, effectivement, il faut être un peu smart, il faut surtout regarder comment on construit notre autonomie de demain, donc sur les nouveaux produits. Donc ça, c'est là où, effectivement, moi, je suis assez prudente. Mon deuxième, mais c'est plus une réflexion de rigueur, c'est-à-dire que, bien sûr, il faut se reposer la question que qu'est-ce qu'on refait revenir éventuellement, mais il ne faut jamais oublier que les standards, et on ne peut que s'en réjouir, nos standards européens en termes notamment d'impact environnemental sont quand même bien meilleurs que ce qu'on peut trouver dans certains pays. Et quand on va rapatrier des usines de principes actifs, il faut aussi qu'on ait une acceptation autour de ça, c'est que, ça coûtera beaucoup plus cher, puisqu'il va falloir se mettre à des standards environnementaux tels qu'on les souhaite, et qu'on les souhaite tous en tant que citoyens, en tant qu'industriels. Et donc ça, ça a un coût. Enfin, je veux dire, ce n'est pas polémique sur le fait que quand vous augmentez votre standard, et heureusement, d'ailleurs, ça veut dire quelque part, vous avez aussi une approche un petit peu plus éthique, y compris dans le partage du résultat avec les gens qui travaillent dans les usines. Donc, on sait un peu les modèles qu'il peut y avoir au loin. Donc, il va falloir qu'on trouve comment financer ce surcoût. C'est une réalité. Et après, éventuellement, améliorer les procédés, surtout en chimie. On peut revoir le procédé chimique pour l'améliorer et revenir et retrouver de la productivité. Mais ça, c'est le premier sujet. Et puis, effectivement, Christelle, vous avez raison. Les usines, elles sont dans les territoires. Il y a des usines qui sont plus ou moins faciles à accepter quand vous êtes le riverain. Ce n'est pas si simple, en fait. Vous voyez, il ne faut pas avoir une imagerie d'Épinal d'une usine qu'on démonte en Inde, qu'on met sur un conteneur dans un bateau et qui revient miraculeusement en France ou en Allemagne ou en Europe. Donc, bien sûr, il va falloir qu'on rééquilibre. Je vous disais tout à l'heure, nous, on est encore une entreprise qui a ces productions de principes actifs. On a lancé là, en fait, on a fait une spin-off qui s'appelle EuroAPI. On a pris tous nos actifs de Sanofi en Europe qui font des principes actifs. Donc, c'était quand même 4 usines. J'en ai 2 en France et une en Italie. Puis j'en ai une, j'allais dire, en Europe. Je compte quand même encore les Britanniques par amitié. Et puis nous, l'Europe, on ne fait pas que l'UE. Plus un site en Hongrie. On a mis ensemble toutes ces usines qui font du principe actif, qui produisaient du principe actif pour Sanofi, mais qui produisaient aussi du principe actif pour d'autres labos pharma. On les a mis tous ensemble. On a mis avec leurs équipes commerciales qui vendaient ces produits pharmaceutiques, enfin, ces principes actifs à des concurrents de la pharma. On l'a introduit en bourse le 6 mai. Ça a été un très, très beau succès. Et en fait, on a pu démontrer la valeur de cette possibilité de fabriquer quand même des principes actifs avec l'EuroAPI sur le sol européen. Donc, bien sûr, il faut qu'on produise de façon équilibrée un certain nombre de choses sur l'Europe. Nous, on est une entreprise, on a des sites backup. On ne se permet jamais d'être à risque avec une production à un seul endroit. Et quand on fait nos sites backup, on regarde sur quelle plaque géographique ils sont aussi. Donc, il y a un vrai sujet de rééquilibrer, mais pas non plus rapatrier tout, comprendre les difficultés, l'impact sur les coûts, l'impact sur l'environnement. Voilà, c'est pas juste remettre des usines. Il y a des questions des participants donc, au webinaire sur ces sujets précisément. À quels freins pensez-vous, Christelle, demande Christophe, les freins à l'installation des usines en Europe? Lever les freins, vous avez dit tout à l'heure. Oui, lever les freins. Alors, lever les freins, surtout, je pense évidemment à la France. Donc, les freins, alors, lever les freins, ce n'est pas forcément le bon terme. On va dire, il faut absolument que les productions françaises européennes, pour qu'il y ait de l'investissement en France, en Europe, soient, on va dire, au même niveau, traitées au même niveau que les productions, par exemple, asiatiques ou nord-américaines. Je m'explique. Là, aujourd'hui, on a des productions, par exemple, de cathéters, c'est des tubes plastiques en France, et on se retrouve en compétition avec des produits qui viennent d'Asie à des coûts beaucoup moins élevés, à des prix beaucoup moins élevés. Donc, l'un des freins, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que reconnaître le coût et le niveau de qualité, le niveau d'exigence que nous mettons en place dans nos productions européennes, au niveau du marché, pour pouvoir être comparés au même niveau, qu'on se retrouve au même niveau de compétition finalement que
que nos concurrents asiatiques. Au niveau des freins, il y a aussi, Clotilde l'a dit, c'est vrai pour les médicaments, c'est vrai pour les DM. Quand on vient en Europe, quand on s'adresse au marché européen, si on considère que c'est la bonne taille, et nous on considère que c'est la bonne taille, ça veut dire qu'on s'adresse à 27 systèmes de santé différents avec des demandes différentes. Donc, 27 dossiers d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament, mais aussi 27 marquages CE. Enfin, il y a un marquage CE, mais avec des interprétations différentes par pays, avec des réglementations, des contrôles, avec 2 autorités sanitaires locales, nationales différentes. Donc, avec des règles qui sont européennes, mais interprétées différemment par les différents pays. Ça, c'est un vrai frein. C'est un vrai frein. Et c'est un frein au niveau du médicament et c'est un frein au niveau du DM. Et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir adresser. Et il y a aussi un certain nombre de freins, on va dire administratifs. On connaît aussi notre maladie en France de la suradministration, même si, encore une fois, le gouvernement a fait beaucoup de choses pour essayer de simplifier, mais on n'y est pas encore. Le coût du travail est une réalité et c'est bien, il faut que les gens puissent vivre de leur travail, mais il faut le reconnaître, toujours pareil. On nous demande de réindustrialiser ou d'industrialiser en Europe et en France, mais après, au moment où on dit bah oui, mais ça a un coût, là, il n'y a plus vraiment d'écoute à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ce sujet-là qui doit être adressé aujourd'hui, rendre le marché local attractif pour faire venir des usines ou pour investir dans des nouvelles usines. On va évoquer maintenant la question plus particulière des achats publics hospitaliers. Autre dimension du problème, le fait qu'en France notamment, dans la réglementation des achats publics, les productions françaises et européennes ne sont pas forcément favorisées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, puisque c'est un élément qui revient souvent dans les discussions. Et il y a une question d'un participant à ce webinaire qui évoque aux États-Unis la priorité de commande aux agences fédérales. C'est certainement d'un sujet parallèle. Faut-il donner priorité dans les commandes d'achat de DM et de principes pharmaceutiques aux producteurs européens et comment faire dans la réglementation actuelle? Alors, nous, c'est ce qu'on pousse au niveau du Club Mittelstand Santé. C'est une des recommandations que l'on fait suite au retour d'expérience de la pandémie, d'avoir vraiment une priorisation. Alors, on n'aime pas dire ça, c'est une mise au même niveau, si vous voulez, de la production européenne versus la production asiatique. Pour nous, le principal obstacle, ou plutôt la mise en concurrence défavorable aujourd'hui, c'est le critère prioritaire du prix dans les appels d'offres publics. Ça, c'est une réalité. Même s'il y a de plus en plus de directives qui sortent et de circulaires pour pousser les acheteurs hospitaliers à prendre en compte la fabrication française européenne, mais ce n'est pas encore inscrit dans le texte de loi. Il y a des possibilités, mais qui sont extrêmement restrictives, donc vraiment avec des critères très difficiles. Donc, je me mets aussi à la place de nos amis acheteurs hospitaliers. C'est compliqué de faire les économies qu'on nous demande et de ne pas prendre en compte le critère du prix comme critère dominant. Quand on voit notamment le budget d'EDM pour l'année 2022 qui doit baisser de 200 millions d'euros, mais qu'on demande de privilégier la production française européenne où il y a un coût supérieur, je comprends la difficulté de l'exercice. Néanmoins, à un moment donné, il va falloir réconcilier le politique et l'économique et de mettre tout cela ensemble, de dire ok, maintenant, pour prendre un anglicisme, le total cost of ownership d'acheter européen et français est beaucoup plus bénéfique pour le système de santé et pour le patient. Donc, on va privilégier les sources d'approvisionnement locales et on va réduire le critère du prix et mettre en face plutôt des critères environnementaux, sociétaux et économiques qui permettront aux produits européens d'être au même niveau de compétition, de concurrence que les produits asiatiques. Et aujourd'hui, le critère du prix fait que cette concurrence est plutôt défavorable aux entreprises européennes. De l'autre côté, Clotilde, pour la pharma, est-ce que c'est quelque chose problème qui se pose également?
Non, mais c'est un vrai sujet, l'appel d'offres hospitalier. Il y a quand même le sujet de la soutenabilité du système de santé et de la sécurité sociale. Donc, évidemment, le critère économique, le prix, il est là et il est essentiel. Enfin, je veux dire, en tant que citoyenne, je peux que dire que c'est normal. Et effectivement, ça bouge. Par exemple, on voit beaucoup plus maintenant dans les appels d'offres hospitaliers le fait qu'on doit répondre à un certain nombre de critères sur justement notre impact environnemental. Donc, ça nous permet de commencer à montrer qu'effectivement, les productions donc effectivement européennes, les circuits courts ont de la valeur parce que justement sur ces critères-là, on va être au mieux disant et non pas au moins cher. Donc ça, c'est quand même plus intéressant. Donc ça commence à bouger. Le G5, vous parliez tout à l'heure du G5, bien sûr, fait de l'advocacy aussi pour que les appels d'offres soient multi-attributaires. Ça répond aussi au sujet des problèmes d'appro, parce que quand vous êtes multi-attributaire, c'est quand même un petit peu plus safe pour un établissement de ne pas se retrouver dépendant à un moment donné d'un lot de prod qu'on n'a pas réussi à valider ou une usine qui a un décalage de production. Hein, ça peut arriver. En général, les sources de rupture, on parle beaucoup de dépendance à l'international. Alors, c'est une des causes des tensions d'appro, mais il y a aussi à un moment donné une réalité industrielle, c'est qu'il y a un lot qu'on ne valide pas, qui n'est pas conforme. C'est relativement rare, mais enfin, ça arrive aussi. Plus après des tas de problèmes de logistique, surtout en ce moment. Donc, le multi-attributaire pour répondre à pas mal de sujets. Et puis, effectivement, qu'on remonte d'autres critères, le circuit court, la production, on appelle ça comme vous voulez, locale, européenne, whatever. Donc voilà, il faut qu'effectivement, vous le savez, je crois qu'il y avait un exemple qui était donné sur les États-Unis, ouais, il y a des Buy American Act, des Small Business Act. Ouais, il y a une politique plus. C'est marrant, les États-Unis, c'est un pays qu'on connaît bien, on fait plus de 30% de notre chiffre d'affaires là-bas. Sanofi fait moins que 5% de son chiffre d'affaires mondial en France. On est quand même pourtant une grande entreprise française. Le marché européen, c'est plus d'un tiers de nos ventes. C'est un pays qu'on connaît bien. C'est quand même un pays assez libéral, mais en fait, en termes de politique d'achat et de politique industrielle, c'est un pays hyper interventionniste. Donc, comment on trouve un équilibre et surtout comment on va un petit peu ouvrir les chakras pour être extrêmement poli, et on travaille très bien avec eux, on s'est fait une critique, comment on peut aussi travailler de façon un petit peu plus, respirer un grand coup avec la DG Compétition pour expliquer qu'en faisant ça, on n'est pas en train de flinguer nos collègues des autres États membres avec derrière un vrai sujet qui est que finalement, oui, on a ces 27 accès au marché, on a ce marché européen, mais effectivement, nous, on le sait, du fait de ces 27 accès au marché, et de cette difficulté à un moment de reconnaître la valeur de ce qui est produit aussi sur le territoire européen, on sait très bien que nos patients, les patients de République tchèque n'ont peut-être pas accès aux produits au même moment que les patients allemands. Le marché allemand est le premier dans lequel on lance systématiquement parce que c'est plus attractif, c'est plus simple. Donc, il y a aussi une question d'égalité derrière et d'équité qui se pose. Donc, comment on trouve un équilibre entre pas se fermer au monde, pas acheter que 100% français, made in France, c'est complètement idiot. De toute façon, ça ne répondra pas à l'ensemble des besoins du patient et des professionnels de santé. On aura toujours besoin de ce que font les autres. Il y a des tas de productions asiatiques d'excellente qualité. Enfin, c'est pas... Mais par contre, on rééquilibre par rapport effectivement aux pures notions de prix, même si effectivement, à la fin, il faudra qu'on réfléchisse à la soutenabilité du système. En gros, qu'on investisse sur l'innovation, que les dépenses soient allouées à l'innovation qui soigne mieux les patients, et puis qu'on fasse un effort sur les produits plus anciens, etc. C'est tout à fait normal, mais il faut trouver le bon équilibre. En tout cas, vos deux entreprises montrent par leurs actions qu'il est possible encore aujourd'hui de développer des investissements en France et en Europe. B-Braun, vous avez une tradition d'investissement massif en France et puis qui a été saluée récemment d'ailleurs puisque vous avez reçu la médaille de l'Ordre national du mérite des mains de Franck Rester. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler vraiment en 2 minutes en quoi votre groupe s'attache à investir massivement en France et délocalise le moins possible? Alors, un petit peu d'histoire, le groupe B-Braun est un groupe qui a été créé en 1839 dans la petite ville du nord-est de Melsungen, donc toujours le siège mondial est toujours là-bas. C'est le plus grand groupe privé qui appartient et est dirigé par la même famille depuis plus de 100 ans. Donc, nous sommes vraiment un groupe familial européen
avec des valeurs sociales très fortes et du coup avec une volonté effectivement de réfléchir local, même si on est un groupe global. Donc en 1976, le groupe a commencé à investir en France par des rachats de sociétés françaises et depuis n'a pas cessé d'investir. La dernière grande vague d'investissement a eu lieu entre 2015 et 2020 où nous avons investi plus de 180 millions d'euros, dont 95% dans le tissu industriel français, notamment dans notre site de Nogent-le-Rotrou qui a aujourd'hui plus de 500 salariés. Hein, ce n'est pas rien, c'est une grosse machine. Alors évidemment, je ne me compare pas à la pharma puisque Bebron, avec ses 2200 salariés et ses 5 usines, est le deuxième employeur du DM en France, mais on n'a pas du tout les mêmes tailles d'usines et les mêmes tailles de sociétés. Mais néanmoins, on peut être fier que la France soit une des destinations privilégiées des investissements industriels du groupe Bebron en Europe et que nous continuons à en bénéficier. C'est le savoir-faire français. Le savoir-faire français est reconnu, la qualité du travail français est reconnue, la qualité de nos ingénieurs, puisque chaque site a une équipe R&D. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement positives. Il n'y a pas que des mauvaises histoires de délocalisation. Il y a des parties de production en Asie. Hein. De toute façon, c'est une réalité aussi économique et mondiale. Néanmoins, notre groupe privilégie les circuits courts pour éviter justement d'être dépendant de situations macroéconomiques et politiques. Et on l'a vu avec l'histoire des masques au début de la pandémie qui se faisaient racheter par des pirates sur le tarmac et nous n'avions pas de production de masques en France. Donc, c'est typiquement ce genre d'exemple que notre groupe souhaite éviter par le fait de privilégier des circuits courts régionaux. Donc, encore une fois, j'insiste, on a sur cette approche régionale. Mais la France en bénéficie, donc c'est très positif, et pour la France et pour l'Europe. Merci Clotilde. Vous avez évoqué tout à l'heure EuroAPI, la filiale de production de principes actifs développée par Sanofi. Sanofi veut aussi développer une chaîne ARN messager en France. Donc, il est toujours possible et souhaitable d'investir en France. Mais oui, mais c'est l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut construire l'autonomie et la force de frappe innovante de demain. L'ARN messager en fait partie. Alors maintenant, l'ARN messager, effectivement, est connu de tout un chacun avec les 2 années que nous venons de passer à suivre notre avenir à travers notre capacité à le vacciner. C'est juste la meilleure nouvelle qu'on n'ait jamais eue, c'est que c'est fonctionné. Honnêtement, c'est à la fois en tant que citoyen, en tant que système de santé, ça a été une opportunité excellente. Puis en fait, plus profondément, en fait, c'est une vraie opportunité pour le secteur d'avoir eu cette espèce de proof of concept à échelle mondiale de la capacité de l'ARN à répondre de façon très rapide à la fois 2 enjeux, c'est que le vaccin fonctionne et qu'en plus, on soit capable de le produire à grande échelle. Donc, sur les 2 critères, ça a été validé, plutôt par des boîtes américaines, avec des belles alliances, notamment avec des boîtes allemandes, donc ce n'est pas que les US. C'est un domaine dans lequel, effectivement, Sanofi, avant la crise du Covid, avait déjà pris position, parce qu'en fait, on avait un partenariat avec une boîte américaine qui s'appelle Translate Bio, qui est propriétaire de briques technologiques qui permettent de faire de l'ARN. Juste pour les non-spécialistes, d'ailleurs, je suis moi-même non-scientifique, donc je me sens très à l'aise de l'expliquer. Chaque système d'ARN messager est un peu propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs plateformes et les différents labos ont la leur. Donc, quelque part, l'ARN messager, il y a encore des tas de possibilités d'innovation et de développer d'autres façons d'arriver au même résultat, donc d'avoir chacun notre plateforme techno, comme on l'a fait d'ailleurs dans l'histoire de la vaccination jusqu'à présent. Et donc, on avait pris acte, à partir de 2018, de travailler dans ce domaine avec Translate Bio, et puis il y a eu l'accélération Covid. Nous, on a pris un autre chemin pour faire un vaccin contre le Covid. On est resté sur des technos qu'on connaît, qui sont les protéines recombinantes. On a eu beaucoup de retard, on est arrivé en décalage énorme de phase, mais c'est un autre sujet. Et donc, on réinvestit dans ce domaine. Et puis, c'est vrai qu'on a regardé, mais vous le disiez, Christelle, en fait, il y a les bons ingénieurs, il y a les bonnes compétences, il y a les bons académiques, il y a des tas de boîtes, il y a des tas de startups, il y a des PME qui vont pouvoir nous aider. Et donc, on a décidé que le centre d'excellence d'ARN messager serait à Marcy-l'Étoile à Lyon. Là, on est implanté de façon historique aussi. Là, je ne sais plus quelle année, mais je pense qu'on pourrait monter très loin, à la famille Mérieux. Et donc, oui, effectivement, la France a toute sa chance. Tout ce qu'a fait
le gouvernement ces dernières années avec les plans de relance et même les plans industriels, il y a des très belles choses. Donc oui, bien sûr, on peut continuer à investir. Juste un dernier point, le seul point d'attention qu'on a et qu'on redit régulièrement au pouvoir public, c'est que, et notamment au niveau des régions, alors les autres régions, moi je suis comme Christelle, pour moi la région c'est l'Europe, et les régions de France qui nous disent, mais venez chez moi faire une nouvelle usine. On dit, attendez, je vais vous expliquer, j'en ai déjà 18, je ne vais pas faire une 19e. Par contre, je peux vous garantir que j'investis pour que mes 18, elles soient modernisées, mieux normes environnementales, innovantes. Nous, on investit dans nos usines hors ARN messager dont on parlait, sur lequel on a annoncé 935 millions d'euros d'investissement sur 4 ans, ce qui est quand même colossal. Mais moi, dans mon parc industriel chez Sanofi, chaque année, c'est 400 millions d'euros que j'injecte pour renouveler, pour faire des nouveaux produits, des nouvelles gammes. Et j'ai entre 15, 20, 30% selon les sites de renouvellement de ce que je produis dans mes usines. Je prends les nouveaux produits, j'en arrête d'autres, etc. Donc, c'est un truc, c'est très vivant. L'industrie est quelque chose de très vivant, ça bouge, on investit, on innove, on revoit les procédés. Et donc, oui, la France a toute sa place, enfin l'Europe a toute sa place. Merci beaucoup. On va lancer un deuxième sondage, une question. Vous pourrez y répondre. L'une et l'autre après ce sondage, et cela nous permettra de clôturer cette session. Alors, en matière d'approvisionnement de dispositifs et médicaments essentiels, pensez-vous que nous serons mieux armés lors de la prochaine crise sanitaire? Oui, non, ou uniquement si des décisions politiques sont prises rapidement? Voilà, donc on a 43%. Allez, on vous laisse, on va mettre fin au sondage. 40%, un petit peu moins d'optimistes. 38% de personnes très optimistes qui pensent que du coup, on sera bien mieux préparé pour la prochaine crise sanitaire. Et 46%, donc une majorité d'entre vous, qui estiment que des décisions politiques doivent être prises rapidement pour cela. Qu'en pensez-vous l'une et l'autre? Et du coup, quelles décisions politiques devraient être prises tout de suite pour qu'on soit mieux armé? Alors moi, je dirais que c'est vraiment le troisième point. Je suis d'accord avec la majorité des répondants. Pourquoi? Parce que justement, nous avons fait, nous, le retour d'expérience de la crise pandémique. Alors, il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Dans les choses qui ont bien marché, il y a des mesures immédiates qui ont été prises par le gouvernement au niveau du chômage partiel. Il y a la solidarité qui a joué à plein entre les différents pays européens et au niveau des acteurs privés. Et il y a les relations avec les acteurs publics qui ont très bien joué, mais uniquement sur la base de relations personnelles, interpersonnelles positives. Donc, on a quand même appris ensemble avec le gouvernement et avec l'administration à gérer cette crise inédite. Je pense notamment en relation avec Santé publique France qui a centralisé les achats, etc. C'était pas du tout fixé au départ et on a appris en marchant. Nous, très clairement, on recommande de créer un plan pandémie nationale, mais avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire que nous, on appelle à un dialogue constructif et structuré, ainsi que le SNITEM le demande. D'ailleurs, on est complètement aligné avec notre syndicat professionnel, de dire il faut qu'on parle tous ensemble, les établissements de santé, les professionnels de santé, les associations de patients, le gouvernement, l'administration et évidemment les industriels du DM et de la pharma, qu'on fasse une conférence qui était d'ailleurs promise par le président candidat au moment des élections de la campagne, de faire une conférence des parties prenantes sur l'avenir de la santé. On doit faire la même chose pour prévenir la pandémie. Là, malheureusement, j'entends quelques rumeurs qui pourraient nous indiquer que les industriels ne feraient pas partie de cette conférence et de ce dialogue. Donc, je ne sais pas si c'est confirmé, mais en tout cas, nous, on appelle de nos voeux cette discussion, la mise sur la table de ce retour d'expérience, qu'on étudie, qu'on fasse vraiment l'analyse de ce qui s'est passé, qu'on propose des solutions pratiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on garde les usines ouvertes, comment est-ce qu'on assure la sécurité de l'approvisionnement, centraliser la gestion des stocks des hôpitaux, etc., etc. Il y a plein de pistes de réflexion, mais laisser aussi les experts
apporter leur pierre à l'édifice et qu'on partage ensemble cette expérience pour ne pas être surpris lors de la prochaine pandémie. Merci Clotilde. Qu'attend-on pour mener cette réflexion qui paraît quand même urgente? C'est ça qui est très intéressant dans ce que vient d'expliquer Christiane. Il y a un côté très opérationnel qui doit être presse-bouton. C'est-à-dire que si à nouveau, ça commence à se tendre et à mal se passer pour une raison d'épidémie non souhaitée, il faut que ça soit ready to use et que tout le monde soit très clair. On a parlé du SNITEM, j'ai parlé du LEM tout à l'heure. N'oublions jamais nos amis du diagnostic qui ont été juste mais essentiels dans la crise. Donc, il y a des très belles boîtes aussi en France dans ce domaine, c'est essentiel. Donc, il y a toute la chaîne de valeur. Donc, effectivement, il y a tout ce travail très… vous parliez, Christelle, des stocks qu'il faut avoir, évidemment. Donc, ça, c'est le côté national. Il faut que les États aillent consulter les gens qui savent faire de la supply. C'est le sujet de supply, là, quand même, derrière. De stocks, des stocks qui ne perdent pas, des stocks qui sont à l'abri, des stocks intelligents. C'est exactement l'histoire des masques. Tout le monde comprend maintenant, parce que ça a servi de proof of concept de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, il y a ce côté très opérationnel. Puis, il y a le côté politique au niveau européen, de se doter de structures qui ont le temps d'avance et qui vont aller tout basiquement aller mettre des fonds publics, comme le fait la BARDA aux États-Unis. Donc, c'est l'agence HERA. Pour le moment, HERA, il va falloir qu'elle travaille vite. Avec les décisions, je pense que j'étais assez globalement d'accord avec le troisième bullet point du sondage. Oui, il faut que, et M. Lescure le disait en intro, il faut que HERA ait les moyens à la hauteur de ses ambitions de faire les choses et qu'on ne rentre pas là dans des consultations sans fin pour écrire un truc, pour écrire l'appel d'offres du UFAP, qui globalement, la première version de l'appel d'offres du UFAP, top encore, on va améliorer. Mais donc, oui, il faut des décisions politiques au niveau de l'Europe pour qu'on ait une vraie Europe de la santé, qu'on ne duplique pas les idées et qu'on ait des approches communes. L'achat de vaccins par la Commission européenne, ça a parfaitement fonctionné. Je ne dis pas pour autant qu'il nous fasse du joint procurement, surtout parce qu'on n'y arrivera pas. Et puis, il faut qu'au niveau national, on sache où sont les labos, qui va faire les tests, où sont les diagnostics, est-ce qu'on en stocke, combien, pourquoi, où sont les stocks de secours, où sont les produits, les boîtes qui ont de la capacité. Il y a plein de boîtes qui se sont réinventées là, pendant la crise. Les boîtes, les trucs de textile, ils faisaient des t-shirts, ils ont fait des masques, mais en fait, bon, ça a frappé l'opinion publique. Mais il y a tas de boîtes dans la pharma qui ont aussi adapté leurs produits en urgence pour que la prod plutôt classique, hospitalière, elle soit rédigée très rapidement pour des DM urgents, pour les urgences et pour les ICU, etc. Donc, il faut faire confiance à ce savoir-faire et puis il faut orchestrer par la puissance publique. Vous avez raison, Christelle, il faut qu'on soit associés. On ne demande pas de faire la politique publique de santé publique France, ce n'est pas notre job, mais par contre, il y a des trucs qu'on sait vraiment bien faire, on sait produire, on sait sécuriser, on sait stocker, on sait adapter nos prods. Et donc, il faut qu'on ait ces plans d'action prêts, presse-bouton pour la prochaine fois, en espérant que ça soit le plus tard possible. Merci beaucoup, Madame Garrier-Reboul et Madame Jolivet de votre participation, d'avoir apporté votre éclairage sur ce sujet complexe, mais ô combien important, dont les médias parlent peu, assez peu malheureusement. Voilà, tous les inscrits à ce webinaire recevront un lien vers le replay. Donc, vous pourrez voir et revoir cette discussion très, très intéressante. Merci beaucoup à tous. Il est 13h03, on va tous aller déjeuner. Au revoir, mesdames, merci. Merci beaucoup à toutes les deux et à vous tous. Au revoir. Au revoir.